Et bonsoir à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est poutou? Est-ce que tout va bien de votre côté? Est-ce que vous passez une bonne journée? Tout ça comme d'habitude. C'est poutou apparemment, très bien. On va ce soir, comme annoncé, comme vous le voyez en dessous, recevoir pour la deuxième fois Mathilde Larère, historienne des mouvements révolutionnaires, pour les 150 ans de la Commune, qui en réalité ont commencé en mars. Mais techniquement on est toujours dedans puisque on est encore dans la durée de la Commune. Je vais voir si Mathilde est prête. Mathilde, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vas bien? Et est-ce que vous entendez Mathilde? Dites-moi. Hop, je te passe à l'écran. Tada! Bonsoir. Alors, a priori, attends, j'ai un petit souci, je crois qu'ils t'entendent pas. Tu es à l'écran, mais ils t'entendent pas. C'est un peu embêtant. Ouais, vu le contexte, c'est un peu chiant. Ouais, après, est-ce que tu peux nous mimer la Commune? Ah. C'est bon, je crois que là, c'est bon, on t'entend. Ok.
Déjà, première chose, je te remercie parce que pour préciser aux gens, tu étais quand même assez mobilisé pour les 150 ans de la commune. Donc, c'est hyper gentil de ta part là, de prendre quelques moments de tes vacances pour venir discuter avec nous. Donc, c'est très gentil de ta part. Et est-ce que tu peux présenter ton t-shirt parce que tu es très fier de ton t-shirt? Ouais, voilà. Defend Paris Commune. En fait, c'est une assoce qui s'appelle Prolcult qui fait des t-shirts et des sweatshirts militants. Et quand on en achète, c'est tout reversé à des luttes locales. Donc, c'est hyper bien et je les adore. Voilà. Et j'aime bien leur Defend Paris Commune. Il y en a d'autres, hein, mais il y en a des féministes avec une série de femmes féministes, socialistes et internationalistes. C'est hyper cool. Voilà. Tu dis que ça s'appelle comment? On peut le trouver en ligne, ça? Paul Culte. Ouais, moi j'avais trouvé ça sur Instagram. Je les avais trouvés. Après, j'avais commandé. Tu peux me les player? J'essaie de trouver le lien. Alors, c'est Prole, plus loin, Kult. Kult. Ouais, Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent sur le chat. Ah oui, je vois la page Facebook. ouais, voilà. Je crois que c'est ça, que je me gourre pas, que je mette pas un mauvais truc. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Je vous mets le lien Facebook dans Voilà. le chat. Et voilà, j'ai dit que tu avais le droit de faire des placements produits quand c'est des produits comme ça. Ouais, parce que franchement, c'est tout reversé à des luttes. Donc, moi, je trouve ça cool. Voilà, c'est bon, j'ai mis le chat. Ah oui, ça plaît bien le t-shirt, effectivement. Donc allez-y, n'hésitez pas, hein. Et donc, en plus, tu dis que c'est reversé à des luttes, donc c'est En tout super. cas, c'est ce qu'ils disent et je leur fais confiance, quoi. De toute façon, j'imagine qu'ils expliquent lesquels, etc. Ça doit se trouver comme information sur Ouais, les ouais, pages. ouais, je pense, ouais. Ok. Oui, il y a des acheteurs potentiels, donc c'est parfait. Et les acheteuses. Ah Euh, ouais, franchement, non, mais c'est très bien, il c'est y a très toutes bien. les couleurs et tout. Puis, il y a le gros canon. C'est très la commune, c'est parfait. Oui, tu vas nous expliquer cette histoire de canon, parce que c'est avant tout une histoire de canon, Ah, ça commence par une histoire de canon, ouais. la commune. Et, mais je voulais commencer, comme je te disais, par... donc là, on est dans les 150 ans, ça a commencé en mars en réalité. Donc toi, tu as été actif dans pas mal de choses autour de la commémoration. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, autant des trucs que toi, tu as vus qui ont été faits, qui sont bien sur la commune, et aussi ce qui a été pas fait, parce que j'ai l'impression comment dire, toutes les institutions sont pas mobilisées pour célébrer pour célébrer la commune, quoi. Non, alors, non, non, bah, on n'a pas vu Macron sur une tribune au pied du Sacré-Cœur avec l'orchestre de la garde républicaine chantant derrière Égard à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. C'est pas le genre. On n'a pas eu de grande commémoration officielle. On aurait pu avoir l'Allemand qui fasse un hommage à Thiers, le boucher de la commune. À la limite, ça aurait été le truc le plus logique. Non, ça, on n'a pas eu. Ça a été très spontané, en fait. Alors, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, mais même depuis la commune, hein, enfin, depuis la fin de la commune, depuis le début de la Troisième République, il y a tout un tas d'associations qui se sont données comme objectif, comme mission d'entretenir la mémoire de la commune par peur de son effacement, parce qu'on sait bien que l'histoire est écrite par les vainqueurs et bah, les communards ne sont pas vraiment les vainqueurs de cette histoire. Et donc, il y a plusieurs associations qui sont toujours battues pour ça, dont une qui existe toujours, qui s'appelle, alors elle s'appelait avant les Amis de la commune, IS, maintenant elle s'appelle les Amis et les Amis de la commune. Et qui a toujours agi pour porter sa mémoire. Et puis il y a d'autres assos qui se sont créés, comme Faisons vivre la commune, qui ont rassemblé à la fois des artistes, des intellos. Puis il y a surtout une kyrielle d'initiatives. Parfois individuelles, certaines sont... Là, par exemple, j'ai une pote, elle est à La Ciotat, et elle m'a envoyé, en fait, à La Ciotat, dans les rues de La Ciotat, il y a partout, alors c'est juste une affiche, enfin une feuille A4 imprimée sur une petite imprimante et donc mis sous un papier pour que ça ne se mouille pas avec la pluie. Et il y en a partout dans la ville et qui fait l'histoire de la commune. Et voilà, et c'est tout. Et c'est sûrement quelqu'un qui l'a mis comme ça. Et les textes sont vraiment super par ailleurs. Et voilà, il n'y a rien d'officiel. On ne sait pas combien de temps ils vont rester. Donc, elle a passé la journée à les pister, à me les envoyer parce qu'elle était trop contente de voir ça. Il va y avoir, j'ai vu que rue des Pyrénées, il y a une super
fresque de street art qui a été peint les jours précédents sur la commune. Il y a des pièces qui vont se jouer en plein air dans les deuxièmes semaines de mai par un autre groupe. C'est vraiment, ça va dans tous les sens. Il y a des choses pratiquement tous les jours. Il y a des balades organisées. Il y a le 22 mai, une agora à Montmartre avec des enfants des écoles qui vont chanter des chansons. Il y a vraiment plein de trucs. C'est foisonnant. C'est souvent très joyeux, ce qui est d'ailleurs une constante dans la façon dont on commémore de plus en plus joyeusement la commune. Et puis bon, je pense que la montée au mur, le 29, ça va vraiment être quelque chose, quoi. Puis c'est pas qu'à Paris, il y a plein de municipalités, évidemment de municipalités de gauche autour de Paris qui organisent des choses, à Noisy-le-Sec, à plein d'autres endroits. Il y a des commémorations, alors moindres, mais dans les villes qui ont eu des communes dans les départements. Donc vraiment, c'est foisonnant, ça va dans tous les sens. Il y a plein d'affiches en ce moment, si on se balade dans le 20e arrondissement, mais il y a des affiches, il y a du street art, il y a des graffitis, c'est vraiment... c'est très net. Je pense que le fait que ça percute en plus le moment actuel, qui est quand même un moment de mouvement social intense, de réflexion et de contestation du pouvoir, à la fois du pouvoir du gouvernement tel qu'il est, mais aussi de la démocratie avec des guillemets et de la démocratie représentative, ça rentre vraiment en résonance avec la commune. Donc ça explique que ces 150 ans soient particulièrement virulents. Et il n'y a rien fait par les institutions, genre la mairie de Paris ou des choses Alors comme ça? si, la mairie de Paris, en fait, si, il y a une partie, parce qu'il y a une partie des gens à la mairie de Paris qui, il faut leur reconnaître, depuis longtemps, s'emploient à faire attention à la commémoration de la commune. Pour le 140e anniversaire, il y avait eu des choses qui était d'ailleurs pas forcément génial. J'avais été très choquée pour les 140 ans. Il y avait eu une grande exposition dans la mairie de Paris, quatre salles. Bon, les 3 premières sur la commune et son contenu, bon, ça allait. Il y avait des pièces d'archives, des images, enfin rien d'extraordinaire. Et la 4e qui était très grande sur les victimes de la commune. Et en fait, il y avait 3 murs sur les otages, avec pratiquement un mur entièrement consacré à l'archevêque exécuté, et juste un petit bout de mur sur les 10 000, 12 000, bon, c'est pas très bien le nombre de morts de la commune. Et ça pour moi, c'était absolument scandaleux, quoi. Mais en même temps, la mairie, l'action historique de la ville de Paris avait fait à un autre endroit une exposition qui, elle, était beaucoup plus fidèle à l'histoire de la commune et qui était beaucoup plus sérieuse scientifiquement, parce que l'autre version, en plus, non seulement elle était complètement idéologique, mais en plus, elle était pas sérieuse scientifiquement. Et là, en fait, ils ont donc il y a ils ont, en fait, il y a eu un accord avec un artiste qui est à la fois un dessinateur, un peintre et puis un affichiste qui s'appelle Dugudus, que doivent connaître quand on a fait les mouvements loi travail, loi retraite. On a vu les affiches de Dugudus en 2018. Il avait repris les affiches de mai 68, ces fameuses sérigraphies de mai 68, en les retournant pour les adapter au contexte et au mouvement contemporain. Et il s'est lancé, mais au début, c'était son idée, dans l'idée de faire des grandes figurines de taille nature de 50 communards et communardes, et d'assortir ça de la publication d'un livre qui reprendrait ses dessins, parce que ça s'appuie sur des dessins, avec des biographies qui sont faites par un jeune historien qui s'appelle Hugo Roussel. Et finalement, autant il n'a pas trouvé de maison d'édition pour son bouquin, donc il s'est auto-édité et puis il vend ses gravures qui sont très belles, autant la mairie de Paris a accepté d'accueillir, du moins par exemple sur les grilles autour de l'hôtel de ville, les figurines. Et puis l'inauguration, ce qu'il avait décidé, c'était que le 18 mars, au pied du Sacré-Cœur, les figurines étaient présentées sur les escaliers.
ça a été récupéré par la mairie avec comme effet triste, c'est que normalement c'était censé être public, c'était pas du tout, tout le monde pouvait être là le 18 mars au matin pour célébrer. Et en fait, comme la maire était présente, résultat, ça a été fermé au public et c'était pas du tout l'esprit du truc, quoi. Et en fait, parce que j'allais te poser la question de pourquoi il y a ces enjeux-là, pourquoi c'est autant la bagarre pour faire des trucs autour de ça. Je me dis que les gens sur le chat, si vous vous intéressez un peu à la politique, il y a beaucoup de gens très à gauche, hein, évidemment, qui me suivent. Donc on se dit bien, bon, ben, c'est des réacs, qui veulent pas. On comprend pourquoi instinctivement ils veulent pas célébrer la commune, mais ce qu'on sait pas, c'est concrètement, toi qui es dedans, par exemple, est-ce que tu vas voir les institutions? Qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce que c'est quoi leur discours vis-à-vis de ça? Est-ce que, tu vois, Alors, on se rend pas compte sur le terrain vraiment quel est leur discours, quel Alors est moi, je leur, vais pas les voir hein, parce que moi, puis, moi, c'est plutôt. Moi, j'ai rien initié. C'est-à-dire que quand on me demande, je dis ouais parce que, en fonction du truc, mais comme souvent, c'est sympa, chouette. Et puis l'idée est bonne et la démarche est bonne, mais moi, je vais jamais les voir. En revanche, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que bon, il n'y a pas eu de réelle discussion, en tout cas, j'en ai pas entendu parler au sommet de l'État, mais quand on regarde le débat qu'il y a eu au Conseil de Paris, c'est super éclairant parce que, en fait, au Conseil de Paris, je veux dire, le PS au Conseil de Paris peut difficilement se présenter en héritier de la commune. Enfin, il y a quand même un moment où les idéaux ont été pour partie trahis. D'ailleurs, moi, je fais toujours la montée au mur des fédérés. Chaque année, c'est vraiment, moi, ça fait partie de ma culture et de mes habitudes. Et le plus souvent, quand il y a des représentants de la mairie qui est apporté, parce qu'il y a traditionnellement une gerbe qui est déposée, ça fait quand même plusieurs années qu'ils se font siffler et huer. Bon. Mais plaçons-nous au sein du conseil municipal. Et au sein du conseil municipal, il y a eu un débat il y a à peu près un mois et demi. Et là, en fait, des bancs de la droite, on avait un discours mais tellement versaillais, tellement, mais en plus complètement daté historiographiquement, ne reposant absolument sur rien de ce que l'on sait maintenant avec certitude de la commune, que résultat, c'est effectivement des députés de la majorité municipale qui ont défendu la commune. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en face, les héritiers de Versailles sont tellement puissants et sortent des contre-vérités tellement énormes que, de fait, au conseil municipal, c'est les élus, alors c'est pas Hidalgo elle-même, mais c'est Patrick Bloch et d'autres qui ont défendu la commune. Et objectivement, tout ce qu'ils ont dit, il n'y avait rien à reprocher. Donc, en fait, c'est là que c'est compliqué. Tout dépend de l'espace dans lequel a lieu le débat. Quelqu'un fait remarquer une remarque que je trouve assez pertinente sur le chat, qui peut-être télescopique, qui dit c'est plutôt pas mal que ce soit pas récupéré et vidé de son contenu. Il vaut mieux ça que l'horrible bicentenaire de la Révolution française. Et effectivement, est-ce que c'est d'un côté on peut se plaindre que ce soit qu'on soit dans des institutions qui mettent absolument pas ça en avant et qui mettent ça sous le tapis. Et en même temps, c'est vrai que symboliquement, c'est pas mal aussi que ce soit des célébrations qui viennent d'en bas, qui soient un petit Mais peu. moi, je ne me plains pas du tout. Moi, je trouve ça super que ça vienne d'en Alors bas. voilà, je voulais ton avis là-dessus. Oui, oui, évidemment. Après, la difficulté, c'est qu'il faut bien que les gens vivent, quoi. Donc pour ceux qui soit font des pièces, soit font, s'il n'y a pas un minimum de subventions. Et d'ailleurs, l'enjeu de la passe d'armes, au demeurant passionnante au conseil municipal d'avril dernier, non pas d'avril, c'était mars dernier ou février dernier, c'était la question de la subvention que la mairie de Paris devait donner aux fameux amis et amis de la commune. Parce que, voilà, pour faire tout ça, il y a quand même un moment où il faut un peu de thunes pour fonctionner, quoi. Donc c'est difficile de s'en passer totalement. Parce que voilà, les affiches à la Ciotat, c'est faisable soi-même, et puis mais sur d'autres choses, il y a quand même besoin d'un peu d'aide financière pour faire des trucs. Donc, mais moi, je suis absolument ravie du fait que ça vienne essentiellement d'en bas, que ce soit dans tous les sens, qu'il y ait des choses en fait que l'on découvre au tournant d'une rue et on se rend compte qu'il y a un projet artistique parce que toutes les affiches, elles se ressemblent et elles jouent de ça. Mais c'est super. Et puis ça correspond tellement plus à la commune surtout que. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il y a
Il y a un côté un petit peu comme ça. Mais du coup, je me demandais, tu vois, sur le discours aussi, là, il y a plein de gens sur le chat qui disent, moi, j'en avais jamais entendu parler avant le bac ou avant de militer, ou, tu vois, t'as des trucs comme ça. Pourquoi, pour toi, en tant qu'historienne, mais aussi en tant que personne engagée, c'est autant un marqueur important, la commune, alors qu'on pourrait se dire, tu vois, si on ne connaît pas, bon, en réalité, c'est que quelques semaines, c'est un contexte très particulier, mais pour certaines personnes, c'est un marqueur très très important. Alors, d'abord, c'est un marqueur important parce que la commune, c'est important, parce que ce qui s'y est joué, ne serait-ce que dans les 72 jours, ne serait-ce qu'à Paris, même s'il ne faut jamais oublier les communes de province, mais elles ont duré beaucoup moins longtemps, c'est important ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans l'histoire de France, il n'y a jamais eu un gouvernement avec autant d'ouvriers, hein. Il n'y a jamais eu, c'est quand même c'est un tel foisonnement de réflexions, d'idées, une telle inventivité, une telle volonté de trouver des solutions que la commune en soi, c'est très important. Parce que aussi la répression est telle hein, que c'est important d'en parler et de rappeler que même la République, parce qu'on était en République, certes l'Assemblée était dominée par des monarchistes, mais on était dans un régime républicain peu écrasé à ce point. Donc il y a des leçons à tirer de la commune comme de sa répression. Et la troisième raison, c'est que comme justement ce que tu disais au début, si les gens en ont pas beaucoup entendu parler, c'est parce que c'est très peu présent dans ce que l'on va appeler à grands traits le récit national, en tout cas la façon dont on veut transmettre, et notamment par l'école, l'histoire. Et la commune a eu toujours énormément de mal à rentrer dans ce récit national. Euh, ne serait-ce que parce que la République, pour grande partie, se sent coupable de cette répression. Et que voilà, on l'a mis sous le tapis, on n'en parle pas, et que donc toute la mémoire de la commune, c'est une mémoire qui s'est transmise de façon militante, hein, voire de façon familiale, parce que la famille peut être un espace très important de transmission de culture militante. Hein. Et ce qui lui laisse son côté très politique hein, et possiblement conflictuel, hein, parce que justement, quand ça rentre dans un récit plus lisse, on sort de cette dimension plus conflictuelle. Et pour revenir sur ce que tu disais dans le chat, que moi je ne vois pas, donc je réponds que à ce que tu me signales. 89, c'est pas conflictuel, enfin, c'est rentré dans le récit national, etc. Ce ne sera pas du tout la même chose pour 93 et pour Robespierre. Là aussi, c'est quelque chose qui se transmet plus alors moins de nos jours, mais qui s'est transmis dans les milieux militants. Donc, faut voir aussi. Donc, quelque part, cette sous-estimation et cette faible présence de la commune dans les programmes scolaires, le fait qu'on l'enseigne et qu'on la connaisse si peu, d'abord la préserver d'une lecture plus consensuelle qu'il aurait un peu lissée, et surtout fait que, résultat, les groupes qui la transmettent, ils y tiennent. Hein. Ça veut dire quelque chose de transmettre la mémoire d'un événement qui n'est pas enseigné à l'école. Et donc, on arrive, on dit, non, on ne vous en a pas parlé, mais moi, je vais vous parler de la commune, je vais vous dire ce que c'est la commune. Et puis, il y a aussi que pendant tout le XXe siècle, la commune, elle a nourri tout un tas d'imaginaires révolutionnaires, et pas seulement français, hein, aussi pas international, russe, il faut savoir que, par exemple, quand Lénine se rend compte qu'après la Révolution d'octobre, il vient de dépasser son 73e jour, donc il est au-delà de la commune, il sort et il se roule dans la neige de joie. Enfin, c'est le record du monde. Il a battu le record du monde. C'est un drapeau de la commune qui est envoyé dans le premier vol, pas habité, parce que c'est des objets, dans l'espace par l'Union soviétique. C'est un drapeau qui avait été donné par le Parti communiste français en 1925 à l'Union soviétique. Pendant très longtemps, l'entreprise de chaussures
nationale en Russie, enfin, en Union soviétique, elle s'appelait la Commune. Donc les gens se baladaient avec au pied des chaussures la Commune de Paris. Enfin, donc, et puis on a même ça dans d'autres espaces. La Commune, c'est quelque chose qui est connu dans les milieux anarchistes, donc que l'on va retrouver dans la guerre d'Espagne, que l'on va retrouver dans la Révolution mexicaine du début du siècle, que l'on va retrouver même quelques citations alors moindres évidemment, mais dans la révolution cubaine. Pour les 100 ans de la Commune, la Chine de Mao fait éditer des timbres et des affiches pour la Commune de Paris. Donc, c'est quelque chose, donc c'est vraiment lié à cette histoire longue, complexe de révolution qui circule et de références qui circulent. Et ça explique aussi qu'elle soit toujours à ce point présente. Et alors, je te propose un truc, je vais sortir un peu de mon plan et je vais faire remonter des questions, parce qu'il y a des questions, si ça te va. Je vais donner la parole au peuple du chat. Mais il y en a une que je voulais poser, d'ailleurs, tu dis que c'est pas en... Comment? C'est très communal. Bon, voilà, c'est mieux. Mais par exemple, oui, effectivement, tu dis c'est pas enseigné ou peu enseigné dans les écoles. Mais est-ce qu'à la fac, c'est étudié beaucoup la commune ou est-ce que là aussi ça pêche un petit peu? Bah, ça dépend des facs. Comme de toute façon, à la fac, il n'y a pas de programme qui est imposé. On peut avoir un prof qui décide de faire la. Ça dépend si, en général, le ou la prof de 19e, il a envie de mettre la commune dans son programme ou pas. Donc, il va y avoir des facs où ça le sera et d'autres où ça ne le sera pas. Le problème, c'est qu'en plus, à la fac, si tu veux, on devient plus précis. Donc, de toute façon, on ne peut jamais tout couvrir. Ça dépend. Moi, je l'enseigne, évidemment. Oui, forcément, oui. Forcément, mais parce que justement, c'est moi qui choisis ce que j'enseigne dans le 19e siècle, et donc je fais un cours dans lequel il y a forcément la commune, dont je me rends compte d'ailleurs que les étudiants n'ont pas entendu parler avant que je leur en parle, hein, mais là pour la plupart, mais dans d'autres endroits, mais parce qu'il y a aussi plein d'autres trucs super intéressants dans le 19e, hein, on peut pas tout couvrir, donc on choisit en fonction de ce sur quoi on travaille, de la logique de la maquette, de ce sur quoi travaillent les autres collègues aussi pour pas faire un truc redondant. Donc en tout cas, ça peut l'être, parce que là, c'est au libre choix du prof chargé du cours sur l'histoire politique et sociale du 19e siècle. Quoi. Et tu conseillerais quoi, toi, comme source en dehors de pas forcément pour tes étudiants? Là, il y avait une question, genre, est-ce que Guillemin, ça reste une bonne référence? Alors, moi, j'ai l'impression que Guillemin, c'est tout le temps le vaste débat, mais de manière plus générale, qu'est-ce que tu conseilles aux gens dans l'historiographie récente qui peut être intéressante et accessible là-dessus? Guillemin, il y a un côté assez génial. Je veux dire, ces vidéos sont juste géniales. Après, bah voilà, c'est un peu daté. Il y a des choses qui ont évolué, des lectures qui ont évolué. Et puis, il a un côté, je vais vous faire découvrir des choses il y a un côté un peu limite complotiste par moments qui peuvent être un peu. Alors, moins sur la commune, quoique sur la commune aussi, sur Robespierre, il y a des trucs, c'est pas possible. Il est tellement robespierriste enfin, tous les autres, c'est un peu exagéré. Mais moi, j'aime bien Guillemin. J'ai plaisir et je le conseille aux étudiants. On n'apprend pas de conneries en écoutant Guillemin et on passe des moments assez merveilleux. Ce vieux monsieur suranné, mais tellement enthousiaste, c'est un grand bonheur quand même. Sur les ouvrages récents, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a des ouvrages de nature différente. Il y a des ouvrages très universitaires, très académiques, mais absolument passionnants qui sont sortis. Je sais pas, moi, récemment, il y a un livre co-dirigé par Marc Lazare et Laure Godino qui est très bien, mais qui est un peu difficile d'accès. Le Quentin de Lermoz sur la commune, là aussi, je pense que si on ne connaît rien à la commune, c'est un peu difficile de commencer par là. Après, il y a des ouvrages plus grand public, même si c'est écrit aussi par des chercheurs. Moi, j'aime bien le bouquin de Tombs, Paris bivouac des révolutions, aux éditions Libertalia, et qui couvre vraiment tout, qui dit plein de choses. Les ouvrages de Rougerie ne sont pas dépassés, ça reste encore tout à fait utile. Et puis, il y a de plus en plus, maintenant, il y a eu des BD qui sont quand même super. Il y a pléthore de choses. J'ai sûrement oublié des trucs là en faisant... mais il y a un bouquin de Laure Godino aussi qui s'appelle Paris par ceux qui l'ont vécu et qui est justement soucieux
de raconter un peu au ras du sol la commune et qui est donc plus facile à lire pour un public qui n'est pas averti des débats de la commune. Et des gens citent, on a parlé juste avant, alors là on n'est plus dans la littérature, mais le Arte, là ils ont sorti donc Les damnés de la commune, qui est adapté d'un roman graphique, comme on dit, qui est basé sur des gravures en fait de la commune. Et là, ils l'ont animé avec des voix, il y a des comédiens, des comédiennes. Et tu me disais avant que toi, tu recommandais, tu trouvais que c'était bien. Moi, je trouvais bien. Alors, j'avais adoré les BD. Les 3 BD, les damnés de la commune, j'avais trouvé ça super bien. Il y avait beaucoup d'humour dans les damnés de la commune, avec des anachronismes maîtrisés, mais absolument fandards, hein, qu'on ne retrouve pas, parce que là, c'est un récit historique, le documentaire d'Arte. Il est visuellement d'une beauté incroyable, et puis moi, je suis profondément émue de voir ce documentaire qui n'est fait qu'à partir de gravures et de lithographies d'époque, et en même temps qu'il arrive à animer avec quelques oiseaux qui s'animent, des fumées, enfin, visuellement, c'est vraiment très bien. J'aime bien aussi le parti pris de suivre pour la plupart du temps l'ambulancière Victorine Brochet, et donc d'avoir d'abord une voix de femme, même si je trouve qu'elle, justement dans la voix, elle est un peu géniarde. Je l'aurais aimée plus combattante, moi, la Victorine, parce que de fait, quand on lit son texte, certes, c'est dur ce qui lui arrive, mais elle, je sais pas, je l'imaginais pas tristoune comme ça. Et par ailleurs, ça suit toute l'histoire de la commune. Enfin, l'essentiel est dedans, c'est très bien fait. Non, oui, je le recommande. Il est vraiment très réussi. Et c'est ce que je te disais avant, moi c'est un truc qui me fascine, mais parce que moi j'ai le biais justement un peu pop culture quoi du truc, et le peu de choses en fait de grandes œuvres populaires qu'il y a autour de la commune. Je peux me permettre il y en a des gens qui l'ont cité, quelqu'un cite le film de Watkins, que moi je ne l'ai jamais vu, je sais pas si tu l'as vu, ça a l'air d'être assez particulier. Ah, c'est très particulier, mais c'est chouette aussi. Là aussi, il y a un anachronisme assumé et intéressant, puisque c'est les communes, radio, enfin voilà. En Mais fait oui, c'est des oui, micro-trottoirs, c'est ça plus ou oui, c'est moins, ça. donc c'est anachronique et Ouais, ouais. Non, volontairement. non, c'est très chouette aussi, mais je pense que le damné de la commune, ça va rester. Enfin, c'est pas du tout autant. Il y a des choses, on les voit, on se dit ça va disparaître. Mais cela dit, en ce moment sur Arte aussi, il y a une autre série de petits. Alors là, je me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'est plus court, mais il y en a plusieurs. C'est dessiné et c'est l'historienne Laure Godino qui a fait le texte, c'est pas elle qui le dit. Et c'est assez extraordinaire aussi. C'est très dommage qu'on n'en ait pas beaucoup parlé parce qu'ils sont vraiment vachement bien aussi. Et ils sont pas ni mieux, enfin je veux dire c'est différent du damné de la commune qui a ce souffle en plus du long métrage parce que le fait qu'on se retrouve plongé dans la commune sur presque 1 heure et demie, il y a quelque chose aussi. Mais ces petites capsules, voilà, on dit capsules je crois, c'est ça le terme. Franchement, ça serait dommage de passer à côté parce que justement pour comprendre un peu ce que c'est vachement bien fait. Et évidemment, il y a le Cri du Peuple. Je pense que c'est le plus gros truc. Moi, j'ai connu la commune avec le Cri du Peuple, enfin la BD du coup de Tardy et Vautrin, qui est, je pense, le truc qui se rapproche le plus d'une grande œuvre, tu vois, genre vraiment un truc. Ah non, mais ça, c'est juste génial. Et quand on pense que c'est dans les années 70, et ce qui est fou, c'est que il se trouve que j'étais à Athènes, parce que j'ai des potes là-bas l'année dernière, et il y a une énorme fresque alors c'est sur une librairie anarchiste, donc ça a du sens, mais qui reprend parce qu'il y en a plein des planches de Poul dans le Cri du Peuple, mais qui la reprend, et se retrouver comme ça dans une rue d'Athènes et de tomber sur Tardy, Vautrin, le Cri du Peuple comme ça, et puis énorme, enfin c'était super émouvant. Il y a Communard aussi qui est cité là. Tu les as lus aussi, Communard, la BD de Lupano, où c'est des Alors illustratrices. ça, non, j'ai pas lu, il faut que je lise.
Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pensais l'inviter éventuellement parce que c'est aussi lui qui fait les vieux fourneaux. J'aime bien ce qu'il fait, le scénariste. Là, je crois que c'est, je sais pas si c'est des illustratrices à chaque fois, mais il Est-ce que fait. c'est pas lui qui fait le loup en slip aussi Si pour je les enfants? crois, si les gens peuvent me confirmer sur le chat, je crois que c'est lui Parce parce que qu'il me le semble que loup ça en vient slip, du vieux c'est fourneau. juste génialissime pour les gamins, mais enfin, même pour moi, quand je le lis, mais je suis pliée de rire. Les vieux fourneaux, c'est super, j'adore. Oui, Ah bah, voilà. je vais aller le chercher parce que je l'avais pas vu. Ben, je trouve que c'est vachement bien. À chaque fois, il prend en fait, c'est une petite histoire à chaque fois. C'est pas une série vraiment. Il prend un personnage. Ou par exemple, la première, c'est des. Alors, je crois qu'il romance pas mal, mais il part de l'histoire des animaux du bois de Vincennes. Donc, pour ceux qui savent pas, qui ont été tués et mangés dans les restaurants un peu riches pendant le siège qui accompagnait la commune. Et ça suit Non, c'est l'histoire pas de. le siège de la commune, Ah, c'est c'est le pas pendant le siège de la siège. guerre. En fait, on Ah confond oui, tous les deux. pardon. C'est au moment de la guerre franco-prussienne. Parce qu'en fait, au moment de la commune, la bouffe est arrivée, il fallait faire attention, mais il y a le vrai problème du ravitaillement à Paris, et le moment où on a tué les animaux du jardin d'acclimatation et qu'on a mangé des rats, enfin bon, c'est au moment du siège de la guerre. Ah oui, pas du bois. Qu'est-ce que je raconte? C'est le jardin des plantes, c'est ça? Non, J'ai mélangé. alors en fait, souvent on fait l'erreur, mais parce que l'erreur, elle est faite dans certains bouquins. Les animaux du jardin des plantes, on a réussi à les sauver. Ils n'ont pas été. C'est le jardin d'acclimatation, lequel est de fait. Il est. Ah non, il est de l'autre côté. Et tu vois, là, tout à l'heure, tu disais, bon, en fait, tu citais, bon, évidemment, des régimes politiques qui se revendiquaient dans leur un peu influence historique. Tu vois, tu disais Cuba, la Chine, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a, en fait, quand tu commences à t'intéresser un petit peu à ça, la commune, tu la retrouves que par petites pointes dans des trucs. Tu vois, par exemple, Miyazaki qui met le temps des cerises dans ses films, des choses comme ça. Et tu trouves que des petits indices comme ça. Et j'ai un exemple de ça, c'est le réalisateur Jean-François Richer. Je sais pas si tu vois celui qui a fait L'Empereur de Paris récemment sur Vidocq. Ouais. Et je sais pas si tu as vu L'Empereur de Paris. Non. En fait, Jean-François Richer, si tu regardes des interviews de lui, mais qui datent hein, de 10-15 ans, c'est un type c'est un communiste. Hein. Alors, je sais pas s'il se revendique toujours maintenant, mais quand il était jeune, c'était Ma cité va craquer, etc. Il était Oui. assez radical. Et il disait, moi, si je dois faire un grand film avec plein de fric, en gros, ça serait La Commune, quoi. Il y a un grand film en costume, il a jamais pu le faire. Et par contre, dans L'Empereur de Paris, bon, qui est pas un film qui est un film que je trouve assez intéressant sur certains points, mais pas forcément exceptionnel, mais qui est un grand film en costume, c'est sur Vidocq, le début de Vidocq avec Vincent Cassel. Et il a fait un truc, c'est qu'il a pris, il lui a donné une espèce d'équipe, tu sais, comme un film de braquage, où t'as des personnages un peu autour de lui, et t'as une partisane de Napoléon. T'as un ancien noble qui du coup est monarchiste et un communard, un ancien communard. Et tu vois, il a casé un tout petit truc comme ça où du coup tu l'entends chanter. C'est un mec. Ça, bon, ouais, bon, après il a fait, c'est un peu un poivreau et tout. Mais tu vois, il l'a calé dans un de ses films de manière un peu discrète comme ça. Et tout à l'heure, je sais pas si tu connais, peut-être pas parce que là c'est jeu vidéo, mais quelqu'un parlait de Disco Elysium qui est en fait, bon, tu vois pas bien, mais derrière moi, la fresque qui est derrière, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Disco Elysium. Et c'est un univers alternatif, un peu de science-fiction. Mais pour ceux qui y ont joué, c'est bourré de références à la commune. Ouais. Mais bourré de références. C'est vraiment. C'est très francophile. Ils viennent d'Europe de l'Est, je crois, les jeunes qui ont fait ça. C'est des marxistes purs et durs. Et la ville qu'ils ont créée, c'est une espèce de Paris vaguement science-fiction après une espèce de commune de Paris. Donc je te conseille si t'es jamais penché là-dessus. Les Euh, jeux, ouais, je crois que j'ai pas. Enfin, je suis de la génération qui a pas trop joué, mais j'en parlerai à mon fils, lui, il va trop kiffer. Alors c'est un jeu c'est un jeu de rôle et c'est quasiment que du texte, des petites histoires. C'est un polar en fait, mais le fond historique est vraiment. La cité, elle s'appelle Revachol, ouais, c'est ça. Dans le C'est comme jeu. Ravachol un peu, quoi. J'imagine que c'est ça la référence. Et il y avait une autre question tout à l'heure qui est intéressante, c'est est-ce que parce que ça c'est une question vraiment fondamentale, hein, je trouve en histoire, enfin à entendre c'est vraiment passionnant. Est-ce que la commune, le problème c'est pas que c'est contradictoire avec une histoire des grands hommes? Tu sais, genre là, cette année, on va avoir Napoléon, on va en bouffer à plein. Mais est-ce qu'on peut vraiment. Tu vois, est-ce que la commune, c'est pas un truc trop collectif et qui met en avant trop le collectif pour être étudié tel qu'on le fait maintenant, quoi. Ah si, c'est sûr. Bah, et alors,
l'effet de tout ça, c'est qu'au bout du compte, je pense que le communard le plus connu est une femme, c'est Louise Michel. Alors qu'on n'a jamais ça dans le reste de l'histoire. Au bout du compte, Louise Michel, il y a des gens qui connaissent le nom de Louise Michel, mais ne savent pas qu'elle était importante dans la commune. Bon, après, ils oublient souvent ce qu'il y a après la commune, parce que réduire Louise Michel à la commune, c'est un peu triste pour Louise Michel. Mais oui, oui, bien sûr, les gens qui sont connus de la commune le sont parce qu'ils sont connus hors de la commune. Courbet, mais pour son origine du monde et pour son œuvre de peintre, Vallès, mais pour ses romans. Alors qu'en fait, on ne les associe pas nécessairement d'ailleurs à la commune. C'est des gens dont on connaît le nom, mais on ne sait pas forcément que c'est les communards. Les autres, c'est des noms, c'est des obscurs, mais parce que aussi ceux qui ont agi dans la commune étaient à la base ceux qui en général n'ont pas de nom, les sans noms de l'histoire des grands hommes, parce que la grande majorité étaient issus des classes populaires et d'où d'ailleurs la difficulté pour trouver des choses parce que c'est le type même de métier, de personnes qui laissent peu de traces d'archives. Donc c'est parfois difficile de trouver des choses sur des communards ou des communardes parce que ben voilà, comme on n'est pas dans la bourgeoisie, on ne va pas avoir un journal, une correspondance, des actes notariés, tout ce qui permet de faire l'histoire des gens du passé. Ils ont laissé peu de traces. En général, ils ont laissé leur dossier quand ils sont passés, quand ils ne sont pas morts devant les conseils de guerre à Versailles. Mais s'ils sont morts, pour les retrouver, il ne reste pas grand-chose. Mais du coup, est-ce qu'on peut... En fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est est-ce que ça pose pas carrément la question de c'est pas juste qu'il faudrait remettre la commune en avant, c'est que ça remettrait en cause complètement la façon dont on a de faire justement le roman national, la commémoration, la mémoire, mettre en avant peut-être les petits, les anonymes, ce genre de choses, Ah quoi. ça, là tu prêches à convaincu, c'est ce que je défends comme, Oui. ouais, voilà, c'est comme ça que je défends à la fois l'écriture et l'enseignement de l'histoire, c'est-à-dire effectivement non pas par en haut mais par en bas, faire une histoire de tous ceux qui n'ont pas leur place dans le récit national, des sans grade, des sans voix, des sans source, des sans nom. Et c'est par ailleurs une histoire qui est faite par beaucoup d'historiens et d'historiennes. Je veux dire, il y a largement matière à faire des cours on appelle beaucoup ça maintenant l'histoire populaire à cause d'Edward Dean, qui est c'est lui qui trouve le mot et qui fait une histoire populaire des États-Unis et qui justement explose le récit national américain des pères fondateurs, récit qui oubliait les Amérindiens, récit qui oubliait les esclaves, récit qui oubliait la ségrégation. Enfin voilà, évidemment, cette histoire, elle est faisable. J'aurais tendance à dire en plus qu'elle plaît plus aux étudiants. Tu trouves qu'elle plaît plus aux étudiants? Alors, je pense qu'elle leur plaît plus parce que quand je la fais, j'y mets du cœur et que en général, quand on met du cœur dans un cours, ça plaît aux étudiants et aux étudiantes parce qu'on dépote plus que si je dois faire. C'est pas, quand ça m'est arrivé de devoir faire des cours plus le fonctionnement des institutions de la Troisième République, mais peut-être aussi j'y mets moins de cœur dans une histoire, ce qu'on appelle l'histoire des lapins. C'est Mermet L'histoire des lapins? en fait, Mermet dit, parlant de Wardine, tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire de la chasse sera faite par les chasseurs. C'est le classique, l'histoire est faite par les vaincus. Et donc, dans un bouquin que j'ai fait avec mes potes et collègues Laurence Decoq et Guillaume Mazot, on a appelé cette histoire par en bas, je sais plus si... Non, on n'a pas fait un titre, le titre il a sauté, mais moi j'appelle ça l'histoire des lapins, en disant qu'il faut faire l'histoire des lapins, et surtout, il faut faire l'histoire des lapins qui ont un fusil, parce que ce qui est intéressant, c'est les résistances en fait des dominés. Ce qu'il faut absolument montrer, c'est comment les dominés, quels qu'ils soient, résistent, et résistent soit dans des grandes révoltes, mais aussi toutes les micro-résistances permanentes, tout ce qui fait que les rapports de domination sont en permanence en fait refusés et aménagés et rejetés et parfois renversés par les dominés. Et cette histoire, elle est super à faire.
Et Et comment, la commune, elle est en plein dedans. La commune, c'est l'histoire des lapins qui ont un fusil et qui ont des canons, ça tombe bien. Ils avaient des canons. et comment tu l'as fait d'un point de vue, tu vois, purement méthodologique? Parce que du coup, tu vois, tu dis l'histoire des sans-sources, et du coup, comment tu fais de l'histoire des sans-sources? Je sais que, tu vois, j'avais invité William Blanc aussi, qui est historien. Et alors lui, bon, c'était le Moyen-Âge, mais il parlait de ça, il disait comment tu trouves des sources d'un paysan du XIIIe siècle, en fait. Tu vois, il y a très très peu. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas presque un problème structurel, en fait, pour faire l'histoire populaire Alors déjà, tu trouves en fait, souvent le premier réflexe de celui ou celle qui bosse là-dessus, c'est d'aller voir dans les sources judiciaires et policières, parce que forcément les dominés passent leur temps à être accusés ou arrêtés et interrogés, et à ce moment-là, eh bien, ils parlent. Hein. Alors c'est évidemment des paroles qui peuvent être biaisées par des stratégies de défense, hein, mais qui n'en sont pas moins très intéressantes sur ce que ça peut finir par dire des conditions de vie, des conditions de travail. Et que par ailleurs, et c'est vrai à plusieurs époques, finalement, la justice a pu aussi être saisie par les dominés. Et on a plusieurs cas où des paysans du XVIIIe siècle saisissent la justice locale contre leur seigneur. Les travaux super intéressants. Et là, évidemment, ça y est, je vais oublier le nom, mais ça va revenir après. Mais il y a un historien que j'adore absolument. Putain, j'oublie son nom, c'est horrible. J'ai un problème avec les noms de famille. Ah, Il je a peux pas travaillé sur t'aider. les pirates, il a travaillé c'est l'un des premiers à travailler sur les bateaux négriers. Enfin bon, bref, hein, ça va me revenir. Et, euh, et, et, et il voulait travailler donc sur les marins qui bossent dans les bateaux, et on lui dit mais non, tu n'auras jamais de source, ils sont sans source, les marins, laisse tomber. Et puis en fait, il s'est rendu compte que la plupart portaient plainte contre leur capitaine de bateau, contre le commandant, pour mauvais traitement, et donc il avait accès à leurs paroles. Et en fait, dans les archives, il y avait énormément de choses. Après, il faut aussi accepter d'aller voir d'autres types de sources. Ce sera des chansons, ce sera des almanachs, ce sera pas, effectivement, c'est pas des trucs bien rangés dans des registres reliés avec des sceaux bien, bien, bien mis, mais on trouve des choses. Tout Marcus Rediker, c'est ça? Prédicateur, voilà, c'est Voilà. lui. Je vais te faire le chat, hein. Ouais, 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 ouais. Non, mais, mais en fait, c'est terrible parce que j'ai une très bonne mémoire, sauf des noms de famille. Je n'y arrive pas. Mais c'est impossible pour moi. C'est vraiment super chiant. Et du coup, ça m'amène à une autre question que je voulais aborder. Comment dire, c'était qui les communards en fait, justement, parce que tu dis, tu vois, c'était des ouvriers, c'était des gens, c'est beaucoup d'anonymes, c'est pas des gens de la haute bourgeoisie. Et qu'est-ce qu'on sait maintenant vraiment de la sociologie, en fait, tout simplement, des gens qui ont fait cette révolution et qui ont pris le pouvoir. Qui avait le pouvoir au final à Paris à ce moment-là? Est-ce que c'était des femmes aussi? Parce que c'est vrai qu'on parle de Louise Michel et qu'on a vachement l'image de la Commune aussi comme une révolution presque féministe, parce qu'on y voit beaucoup de femmes sont mises en avant, en tout cas dans les histoires sur la Commune. Il me semble que c'est plus compliqué que ça, mais voilà, qui étaient les communards en gros, quoi. Alors, sur la sociologie, oui, maintenant, on a quand même suffisamment de travaux pour le dire. En gros, c'est la même sociologie que les sans-culottes, la même sociologie que les révolutionnaires de 1830, la même sociologie que ceux de 1848. C'est ce que moi, je dis le monde de la fabrique et de la boutique. Donc, ce monde des classes populaires parisiennes qui ne sont pas des prolétaires. C'est là que Marx fait une erreur hein, dans son analyse de la commune, parce que à Paris, il n'y a pas encore de très grosse concentration ouvrière, les usines ne sont pas là, donc c'est plutôt des ouvriers qui bossent dans des petits ateliers, qui peuvent parfois compter à plus de personnes, mais qui en général bossent dans des petits ateliers, qui pour certains d'ailleurs sont propriétaires et de leur espace de travail et de leurs outils de production, donc on n'est pas dans le prolétariat au sens marxiste du terme. Et, et c'est tous ces milliers, d'ailleurs, c'est assez génial quand on voit des listes
soit on peut trouver des listes des communards quand on a la liste des clubs, la liste, il y a plein de moyens, et c'est tous les petits métiers parisiens, des femmes pareil, relieuses, mécaniciennes, piqueteuses, brodeuses, fabricantes de fleurs artificielles, chapelières, enfin il y a vraiment tout. Donc c'est cette masse de gens de classe populaire qui plus tard seront vidés de Paris, qui ont commencé doucement à l'être avec l'haussmannisation, mais qui ne sont pas encore tous partis, qui sont dans les quartiers périphériques et qui continuent à exister dans certaines poches qui n'ont pas été trop haussmannisées au centre de Paris. Et voilà, c'est eux, c'est tous ces métiers qui faisaient que Paris était une ville profondément industrieuse, pas vraiment pour autant industrielle, hein, et bruissante, et qui était comme ça, mais depuis le début du siècle, hein, et qu'il avait, d'ailleurs, ça s'était renforcé sous le Second Empire, avec la plupart d'ailleurs n'étaient pas nés à Paris, ce sont des gens qui viennent pour trouver du travail à Paris et qui s'y installent, qui sont pour beaucoup en union libre, ce qui est d'ailleurs un indice de la classe populaire, parce que c'est la bourgeoisie qui se marie au XIXe siècle. Quand on regarde le taux d'union libre sur l'ensemble du territoire, c'est à peine 3%. À Paris, c'est plus de 30%. Donc, ça suffit à dire qu'on a affaire à une ville très populaire, hein, parce que les classes populaires ne se marient pas. Elles vivent, voilà, c'est des couples qui durent. Évidemment, même si les bourgeois les imaginent comme des dépravés, non, c'est des couples qui durent, mais ils ne se font pas chier à passer devant le maire pour se marier, quoi. Et les communards, c'est eux, en fait, pour l'essentiel, mais comme c'est le cas dans tous les phénomènes révolutionnaires, et c'est ce qui permet d'ailleurs de voir que la commune, même si elle a duré si peu longtemps dans un espace si restreint et qu'elle a été écrasée comme elle l'a été, peut être considérée comme une révolution, il y a une forme de fusion des classes, parce qu'il y a aussi dans la commune des élites intellectuelles. On trouve des éléments, évidemment, ils sont minoritaires, mais ils sont présents. C'est un truc qu'on retrouve un peu dans toutes les révolutions, non? Cette convergence entre... Ce qui caractérise la révolution, c'est la fusion des classes. Et même les révolutions dites prolétariennes du XXe, c'est des révolutions de fusion des classes. La révolution, elle n'est possible que si une frange, même limitée, mais des classes supérieures, rejoint le mouvement révolutionnaire. Ce n'est pas elle qui va forcément combattre, c'est parfois elle qui va la récupérer, mais à un moment, elle s'allie avec les classes populaires dans le processus de renversement. Et quelqu'un demandait si... quelle proportion ils représentaient de Paris, ces gens-là, les communards et les gens qui ont pris le pouvoir à ce moment-là, et ils représentaient vraiment... C'est seulement les quartiers populaires, c'est quand même des mobilisations très massives de Parisiens? Alors c'est quand même, oui, il y a une géographie, hein, parce que, faudrait d'ailleurs faire un bouquin sur la commune vue du 16e arrondissement. Parce que là, il s'y passait pas grand-chose. C'est vrai qu'on a toujours tendance, quand on travaille sur la commune, à regarder les communards, hein, mais preuve en est d'ailleurs que dans les premiers jours de la commune, il y a des manifestations anti-communardes qui descendent beaucoup des beaux quartiers et qui s'opposent à la commune. Et il y avait tout un tas de Parisiens. Il y avait des Parisiens qui étaient... alors franchement, anti-communards, au bout d'un moment, ils ne l'ont pas trop dit parce que... il y avait quand même, ils craignaient un peu pour eux, mais il y en a beaucoup qui étaient complètement indifférents, qui ont continué à vivre une vie plus ou moins normale en attendant que la commune s'arrête. Donc, de toute façon, on ne peut pas imaginer une ville entière qui vibre derrière des idées, lesquelles sont par ailleurs tellement radicales, hein, pour le moment. Donc, reste que pour le reste, c'est pas rien. Quand on regarde, par exemple, le taux de participation aux élections du 26 mars. Alors, les gens, les anti-communards rigolent en disant c'est à peu près 50% de participation. Mais quand on sait que la plupart des gens avaient quitté Paris, notamment à peu près tous les classes les plus aisées avaient quitté Paris, d'ailleurs avant la commune. Pour beaucoup, ils étaient partis au moment du siège. Quand ils ont vu arriver les Prussiens, ils se sont carapatés dans leur maison de campagne.
Donc Paris était déjà bien vidé de sa population et finalement 50%, c'est l'indice d'un soutien beaucoup plus important qu'on peut le dire à la commune. Donc oui, après les plus militants sont pas une majorité des Parisiens. On peut pas faire un pourcentage parce que là, on n'a pas les sources pour établir quelque chose, mais c'est quand même. Et puis ça varie aussi pendant la commune. Ce qu'il y a, c'est que pendant la commune, vu la situation de guerre, l'isolement, les difficultés, le fait que la commune n'a pas eu les moyens, d'aucuns diraient qu'elle ne se l'est pas toujours donné, mais de mettre en place des vraies mesures sociales et qu'il y a tout un tas, on le sait par exemple, les patrons qui sont restés sur place pendant la commune en ont profité pour baisser les salaires, hein, pour que leurs ouvriers et ouvrières se retournent contre la commune et en veulent à la commune. Donc les salaires ont baissé à ce moment-là. Donc pour certaines personnes qui pouvaient être favorables à la commune et à ses idées, ça s'est traduit dans leur vie quotidienne par des difficultés qui fait qu'ils ont pu au bout d'un moment se détourner de la commune. Et par rapport au reste de la France, quelqu'un pose la question, je voulais en parler de ça parce que il y a eu des communes ailleurs, mais la commune de Paris, ça donne vachement l'impression que c'est vraiment un monde à part, quoi, presque. Tu vois, que c'est une sociologie qui n'existe pas ailleurs et que les idées circulent beaucoup plus fort. La dernière fois que tu étais venu, tu nous avais parlé de toutes les révolutions précédentes du siècle. Et il y a vraiment ce truc de Paris, quoi. Et même jusqu'au sans-culotte, quoi. Paris, c'est vraiment un endroit particulier et qui est Parce presque que coupé du reste de la France. c'est le bivouac des révolutions. Ah oui, c'était le nom du livre dont tu parlais tout à l'heure, d'ailleurs, c'est ça. Ok. C'est Vallès qui dit ça dans son premier éditorial lorsque reparaît le cri du peuple après la proclamation de la commune. Donc ça doit être ou le 21 ou le 22, je crois, le 22 mars qui dit ça. Et on sait comment c'était perçu dans le reste de la France. Est-ce que déjà quelles infos ils avaient sur ce qui se passait à Paris? Alors, ils les ont assez vite, hein, plus vite que pour les révolutions précédentes, parce qu'entre-temps, il y a quand même eu une amélioration des systèmes de télécommunication, donc ils l'apprennent quand même assez vite. Ben, il y a des réactions d'enthousiasme. Hein, je veux dire, il y a une réunion dans un club républicain à Marseille où Crémieux demande aux républicains et aux gens qui sont assemblés là est-ce que vous voulez faire allégeance au gouvernement de Versailles ou est-ce que l'on fait allégeance à la commune de Paris et tout le club où il y a plus d'un millier de personnes crie Vive Paris. Je veux dire, pour que Marseille crie Vive Paris, c'est qu'il y a quand même un truc important qui se passe, on est d'accord. Mais en fait, dans les milieux républicains sociaux, dans les milieux internationalistes, dans les milieux ouvriers, évidemment, la commune est accueillie de façon positive. Dans l'essentiel, parce que la France, quand même, l'essentiel de sa population à l'époque, elle est rurale, paysanne. Là, non, parce que ça fait quand même c'est dans la continuité, une peur du partageux, l'attachement à la propriété, même si elle est petite, mais qui fait que, et tout ça nourri évidemment par une propagande de la peur du rouge, qui fait que l'angoisse immédiate, c'est oulala, on va me prendre ma petite terre et je veux pas. Donc la campagne, là, par contre, il n'y a pas trop. Mais en même temps, il y a il peut y avoir des soutiens de la part du prolétariat rural qui est important dans certaines régions. Il y a des régions rurales, la Creuse, qui ont une grande tradition de rouge. Hein, c'est d'ailleurs eux, ou le Midi Rouge, hein, c'est eux qui se sont soulevés contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 51. Donc, c'est très variable ces fonctions en fait des positions politiques des uns et des autres. C'est plus dans les villes parce que dans les villes, il y a plus d'ouvriers, il y a plus de classes populaires du secteur secondaire et qui, elles, sont plus gagnées aux idées. Alors, pas forcément internationalistes, même s'il y a des sections de l'international à d'autres endroits. L'international est surtout implanté à Paris, mais qui ont des traditions de lutte, qui ont des traditions de résistance. Et tu parlais justement du problème des salaires sous la commune, des élections.
En fait, j'ai l'impression on a beaucoup, comme c'est très mythifié aussi dans les mouvements à gauche, etc. Puis tu disais aussi dans certains, dans les pays où il y a eu des révolutions. Des fois, on a une vision, j'ai l'impression, un peu anachronique. Tu vois, on le regarde avec l'œil du mouvement communiste ou du mouvement anarchiste. Les anarchistes parlent souvent beaucoup de la commune. Mais c'était quoi politiquement en fait? C'était quoi le programme en fait de la commune? Je sais que c'est un peu large comme question, mais Ouais, puis surtout, en fait, la commune n'a pas de programme parce que finalement, ils se sont retrouvés le 18 mars au soir à la tête de Paris. C'était pas quelque chose qui était prévu. Et en fait, la commune, c'est un véritable kaléidoscope. Il y a plein d'idées différentes, lesquelles sont pas toujours d'accord. Je veux dire, entre un républicain démocrate et social et un internationaliste proudhonien, il y a pas d'alliance évidente en fait. Enfin, il peut y avoir des points d'accord, mais ils ne sont pas forcément d'accord. Et d'ailleurs, pendant la commune, il y aura beaucoup de débats internes, à la fois à l'intérieur donc, de ce que l'on appelle aussi la commune, donc le pouvoir communal élu le 26 mars. Hein, ils s'engueulent. Enfin, je veux dire, quand on regarde les, les, les les procès-verbaux des débats qui ont lieu, ils ne sont pas du tout d'accord. On le voit quand on regarde la presse, parce qu'il y a une presse internationaliste qui tombe sur la gueule du pouvoir communal, et à l'inverse, la presse plus, on va dire, démocrate et sociale, les républicains, enfin les néo-jacobins, les néo-montagnards, les néo-robespierristes, ils trouvent que les internationalistes vont beaucoup trop loin. Donc il y a des débats à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est difficile de parler d'un programme. Et selon les moments, on peut avoir un décret qui est plus tendance socialiste internationaliste et par exemple le décret des ateliers qui est un décret de réquisition. Et en même temps, ça ne va pas non plus très loin. Le décret des ateliers, c'est la réquisition des ateliers abandonnés par les patrons qui ont fui Paris. Mais on n'est pas en train de priver les patrons qui sont restés à l'intérieur de leur propriété capitaliste. Hein. C'est ceux qui sont partis. Mais en même temps, il s'agit, et ça c'est vraiment la tradition du mouvement ouvrier à cette époque, de récupérer ces ateliers et de les donner en association, donc débarrassé de tout patron, non pas à la commune où il n'y a pas d'idée de collectivisation, mais aux travailleurs et aux travailleuses qui travaillent dedans. Et notamment, il y a tout un projet qui est soutenu par l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, pour qu'il y a beaucoup d'ateliers de femmes qui ont été fermés et qu'on en fasse des associations, des coopératives d'ouvrières qui puissent donc d'abord s'augmenter et régler leur travail sans une surveillance masculine. Donc il y a ça, et puis il y a d'autres décrets, quand je ne sais plus la date exacte, mais quand est créé le comité de salut public sur le modèle du comité de salut public de 92, là c'est l'autre tradition. D'ailleurs, résultat, tous les journaux internationalistes se foutent de leur gueule en disant, il y a une phrase hyper drôle, arrêtez de vous lever, de vous coucher avec la constitution de l'an 1 à l'esprit. C'était il y a 100 ans, les gars, évoluer, quoi. Enfin, il y a un côté, c'est drôle. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de dire. Donc après, il y a plein de réalisations. Puis il y a des choses qui sont décrétées sans avoir été pas avoir eu le temps de se mettre en place. Par exemple, voilà, la commune, elle décrète l'école gratuite, laïque et obligatoire. Après, voilà, dans les 72 jours, ils n'ont pas eu le temps d'ouvrir des écoles dans tous les arrondissements. Donc, sur la réquisition des ateliers, c'est décrété le 16, mais encore, comme ils n'ont pas décidé de les réquisitionner tous, mais seulement ceux qui ont été abandonnés, il faut d'abord les recenser. Le recensement prend du temps, c'est les femmes qui s'en occupent d'ailleurs. Et en fait, quand le recensement est enfin effectué et que la liste est déposée sur les bureaux de Frankel, qui s'occupe de la commission du travail pour la réquisition, on est genre même pas 7 jours, 6 jours avant l'entrée des Versaillais dans Paris, donc ça ne sera pas fait. Ce que je me suis toujours demandé justement là-dessus, c'est parce qu'on sait que le gouvernement, les Versaillais sont partis à Versailles, mais est-ce que les communards ont dû reconstruire un appareil? Alors les anards aimeraient pas que je dise appareil d'État, mais pour moi c'est un d'État quoi. Mais c'est une forme d'État quoi. Ou est-ce qu'ils ont quand même pu se reposer sur, je sais pas, les fonctionnaires qui étaient restés? En gros, est-ce qu'ils ont dû reconstruire un appareil à partir de rien, ou est-ce qu'ils ont quand même réussi à mettre la main sur des institutions, des structures qui étaient déjà en place avant? Les deux un peu, c'est-à-dire que dans certains cas, les gens dans les institutions, alors ça peut être plein de choses
ont fait preuve de leur soutien à la commune. Et dans ce cas-là, ils sont restés. Dans d'autres, ils se sont barrés avec leurs papiers dans les valises le 18 mars ou le 19 mars. Et donc, voilà, ils ont laissé place vide et il a fallu mettre d'autres à la place. C'est variable d'une situation à l'autre, en fait. Par exemple, pour l'imprimerie nationale, donc, dans l'imprimerie nationale, il y a quand même 900 ouvriers et ouvrières qui travaillent à différents niveaux, soit employés, soit typographes. Il y a à peu près 100 personnes qui bossent là. Et le gouvernement de Thiers ordonne aux gens de l'imprimerie nationale de suivre le gouvernement parce que le gouvernement part de Paris. Autant l'Assemblée était à Versailles, mais une partie du gouvernement était à Paris, et donc ordonne de quitter et de suivre, parce que l'imprimerie nationale, c'est ce qui fait les affiches officielles, c'est ce qui fait le journal officiel de la maintenant qu'on appelle de la République. Bon. Et dans ces ouvriers, la commune, les communards qui sont au bord, devant l'imprimerie nationale, leur disent en gros, si vous voulez partir, partez, mais si vous voulez rester, restez. Et 80 partent, et tous les autres restent. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un journal officiel de la commune, qu'il va y avoir des affiches. Donc, ça dépend des situations, en fait. Dans d'autres endroits, les gens sont partis. Ouais, mais c'est parce Par exemple, que à l'opéra, celui qui dirigeait l'opéra avait très clairement pas envie de faire preuve de bonne volonté à l'égard de la commune. Il est remplacé par quelqu'un d'autre. Parce que tu vois, c'est présenté. Ça donne souvent l'impression qu'en fait c'était quand même un joyeux bordel. Et en même temps, mais justement, c'est ça, tu vois, c'est quand j'entends des gens en parler, des spécialistes en parler, je me dis, mais en fait, c'est hyper impressionnant sur un temps aussi court d'avoir réussi à mettre en place des trucs. Moi, dans 72 jours, pour préparer mes vacances, déjà, c'est tendu, quoi. Tu vois, donc mettre en place vraiment en plus, une autre complètement façon de faire, quoi. Donc un truc qui n'était pas là avant. Moi, au contraire, j'ai l'impression que c'était quand même hyper bien organisé Ah oui, pour oui, ce que c'est très c'était, très quoi. bien organisé, et il y a plein il y a plein d'associations qui ne dépendent pas de la commune comme pouvoir. Par exemple, celle qui est connue et en tout cas que je connais parce que ça m'intéresse, c'est l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. C'est une organisation, c'est comme ça. Il y a un comité central, un comité exécutif, un comité par arrondissement, avec des liaisons biquotidiennes entre le comité de l'arrondissement et le comité central, des réunions obligatoires le matin et le soir, c'est très, 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 c'est très structuré. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a une multiplication des pôles, c'est-à-dire qu'il y a à la fois donc, la commune élue le 26 mars qui siège à l'hôtel de ville. Il y a les commissions qui ont été nommées, qui en dépendent, qui font en gros office de ministère, etc. Il y a autour des associations qui travaillent. Il y a localement dans les quartiers une organisation de quartier, et c'est là qu'on voit des formes de démocratie directe très intéressantes, et qui fonctionnent voilà, ils prennent en charge la police, le ravitaillement, la propreté des rues. Enfin, tout est bien organisé. Et en plus, il y a l'aspect, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais en fait, c'est un contexte qui est très militaire aussi. Et d'ailleurs, ça, tu parlais d'internationalisme, c'est un truc que je trouve étonnant à observer. C'est que, je me permets de resituer pour les gens et tu me corriges si j'ai pas bien fait mes leçons. Tu vois, par exemple, par rapport au XXe siècle où l'internationalisme, c'était aussi lutter contre la Première Guerre mondiale, ne pas y aller, on va pas se battre avec les autres, avec le prolétariat des autres pays. Là, la commune, quand même, à la base, ça part aussi de gens qui voulaient pas que la France capitule devant les Prussiens et qui carrément allaient s'engager en faisant, je sais plus combien, des centaines de milliers de gens qui se sont engagés en mode donnez-nous des fusils et qui ont élu leurs officiers, etc. Et on va aller se friter avec les Prussiens. Les canons, les fameux canons dont tu parlais, il y en a une partie qui a été achetée par les sous des Parisiens, et y compris des Parisiens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, quoi, qui voulaient participer à la défense de Paris. Et ça, c'est un truc que je trouve assez étonnant, en fait, le j'allais dire belliqueux, mais c'est pas vraiment le terme que je voulais dire, mais il y a un côté, on veut s'organiser en armée. Il y a aussi les femmes qui sont battues pour pouvoir avoir des fusils. C'est un contexte qui est vraiment hyper particulier que je retrouve pas forcément ailleurs dans d'autres mouvements. Alors, c'est pas propre aux internationalistes parce que cette dimension du soldat citoyen, elle est héritée de la Révolution française, elle n'a pas grand-chose à voir avec l'internationalisme. Et elle est plutôt justement dans l'héritage néo-montagnard, et c'est de là que ça vient.
Et par ailleurs, c'est quand même aussi surprenant que ces mêmes républicains, démocrates et sociaux, ils avaient été opposés à l'entrée en guerre. Ah oui, d'accord, tu vois, c'est ça qui m'étonnait aussi, parce que Non, autant ils se étaient, battre, oui, mais... ils étaient opposés à l'entrée en guerre, enfin, parce qu'il faut dire aussi, si Napoléon rentre en guerre, enfin Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III rentre en guerre, c'est pour des raisons dynastiques à la con, de prestige, enfin bon, donc au début, il y a une critique et qui est très nette, mais une fois que la République est proclamée dans la défaite de l'empereur, et que la question se pose de savoir, bon, maintenant que l'Empire est tombé, est-ce que, résultat, on arrête, puisqu'on était contre cette guerre, ou est-ce qu'on la continue? Là, il y a un choix va-t-en-guerre qui est fait par les républicains, mais qui s'inscrit en fait dans la tradition et la mythologie de 92, de la guerre messianique, du soldat citoyen, de toutes ces choses-là. Donc ça, c'est pas du tout surprenant. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui explique le vote de l'Assemblée de 71, donc février 71. Bismarck ne veut signer la paix qu'avec une assemblée, un pouvoir légitime et légal. Donc, on procède à des élections dans un pays qui est occupé, qui sort de guerre. Et en fait, les monarchistes sont favorables à la paix et les républicains sont favorables à la poursuite de la guerre, pour ne pas avoir à accepter une paix humiliante. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec autant de monarchiques. C'est pas parce que le pays est majoritairement monarchiste, c'est parce que le pays était majoritairement pacifiste. Mais l'association de la République avec la guerre, elle est facile à expliquer. Les internationalistes ne sont pas forcément les plus favorables à la question. C'est un moment où ce qu'on retrouve plutôt dans les textes des internationalistes, on retrouvera ça d'ailleurs chez Lénine plus tard, et on le voit chez Marx à ce moment-là, c'est que il faut voir quel intérêt, quel avantage on peut tirer de la guerre. Et objectivement, plus ça va aller, plus ils vont se dire la guerre peut être quelque part un peu profitable au mouvement socialiste. 70-71, la guerre franco-prussienne, on a eu la Commune. Bon, ça s'est mal terminé, mais il y a quand même eu la Commune. 1905, la guerre sino-russe, et on a la Révolution de 1905. Après, il y aura la Seconde Guerre mondiale et la Révolution russe. Donc, il y a eu aussi tout un moment où, dans l'international, on se posait la question de savoir la guerre, fragilisant les pouvoirs en place, elle peut, dans certains cas, n'être pas complètement inutile à l'arrivée d'une révolution. Donc, il y a les deux possibilités aussi. Et est-ce qu'il y avait quand même des idées de fraternisation ou de choses comme ça, comme il y a pu y avoir après, en 14-18, ou des choses comme ça? Parce que, en fait, je te dis ça surtout parce que j'ai vu le début des années de la Commune là, sur Arte, et je me souvenais pas à quel point il y avait... L'inversion était étonnante entre les classes dominantes qui disent non, non, mais nous, on veut que ça s'arrête, on veut signer le truc, c'est bon, et des gens du peuple, mais vraiment en plus de milieux hyper populaires, qui arrivent vraiment et disent non, non, mais c'est bon, donnez-nous des fusils, on les défonce, ils demandent à y aller, quoi. Alors que là, je trouve que l'inversion est frappante avec 14-18, où c'est l'inverse, quoi, où il y a quasiment, où en fait c'est presque comment dire, le prolétariat qui est envoyé au front dans une guerre à laquelle il a pas vraiment, il voudrait pas prendre part, par les classes dominantes. Et là c'est l'inverse, quoi, c'est les classes dominantes qui veulent pas se battre, et c'est le peuple parisien qui veut les canons, qui veut les Oui, mais fusils. c'est un peuple parisien qui s'est bouffé 3 mois d'un siège atroce, et qui, résultat, ne veut pas avoir souffert tout ça pour rien, d'une certaine façon, quoi. Et qui est en plus très critique et pour partie à juste titre, de la stratégie militaire du gouvernement de défense nationale, qu'ils accusent de défaitisme. Alors, je ne sais pas si défaitisme est le bon terme, mais en tout cas, c'est sûr que la stratégie militaire a été pourrave, et que, en tout cas, ça n'a pas vraiment, en faisant des sorties non pas massives. Tout l'enjeu, c'est ça, c'est ce qu'on fait sortir tout le monde et on balance pour le siège toute la population armée à l'intérieur de la ville, qu'elle soit de la garde nationale ou qu'elle soit de l'armée qui pouvait être à l'intérieur, contre les Prussiens qui siègent autour de Paris, ce que demandaient la plupart des gens à Paris, ou est-ce qu'on fait ce qu'a fait le général Trochu, c'est-à-dire, allez, on en envoie 300 à tel endroit,
pouf, ils se font tous tuer. Oh, c'est con. Ah, ben on va en remettre 300 là. Ah merde, ils sont tous morts. Et donc, en fait, il y a aussi cette espèce de fureur, cette impression qu'on ne fait rien pour sortir Paris du siège. Et l'idée, ben, on va tous y aller, on va gagner parce que leur stratégie a été mauvaise et qu'on n'est pas déchus, en fait, on n'est pas vaincus. Et on sait s'ils avaient la moindre chance, parce que il y a le... Bon, on sait que la commune, ça s'est terminé par une répression horrible, mais même s'il n'y avait pas eu ça, est-ce que Paris aurait pu se défendre contre les envahisseurs, contre... Est-ce que ça aurait pu tenir, en fait, d'un point de vue purement militaire, tu vois, en dehors de toute la sympathie qu'on peut avoir pour le projet politique, quoi. Ça, l'historien ne peut pas répondre à ce qui n'a pas eu lieu, hein, mais euh, il y a eu aussi des erreurs, d'ailleurs, c'est d'ailleurs les internationalistes qui gueulent sur les stratégies merde, du comité de salut public, parce qu'il y a eu, alors moins suffisamment qu'on a pu le dire, mais il y a pas de souci d'organiser, de caserner, surtout de former les gardes nationaux au combat, donc de transformer. C'est marrant parce que c'est des débats qu'on va retrouver plus tard, que ce soit d'ailleurs dans la Russie qui deviendra soviétique et puis après dans la guerre d'Espagne. C'est est-ce qu'on tente la guérilla de rue ou est-ce qu'on fait une vraie armée permanente? Et quand on voit d'ailleurs dans la révolution chinoise, hein, avec Mao qui lui défend la stratégie guérilla et les communistes chinois qui défendent l'armée. Là, dans ces cas-là, c'est eux qui perdent. Parce que finalement, ils sont écrasés par les Japonais. Mais c'est une autre affaire. Et donc, la question, ils ne savent pas trop quelle stratégie, mais le fait est que bah, ces gardes nationaux, ces fédérés, comme on les appelle sous la commune, ils étaient animés de plein de bonnes intentions, mais la plupart savaient pas manœuvrer, savaient pas même pour certains tirer de façon forcément efficace, et donc ils n'étaient pas préparés au combat. Parce que les hommes, ils étaient là, il y avait quand même... il y a 200 000 hommes en armes, hein, dans Paris, plus tout un tas de gens qui sont Mais prêts. voilà, c'est ça, 200 000, c'est énorme quand même. C'est quoi la population de Paris à ce moment-là, Bah, à peu près? bah, ça peut monter à 1 million, mais au moment de la commune, c'est beaucoup moins parce qu'il y en a plein qui se sont barrés juste avant, quoi. Ouais, mais du coup, 200 000 hommes en armes, enfin, c'est Oui, mais énorme, le quoi. problème, c'est qu'en face, hein, tu as une armée qui est entraînée, enfin, qui sait combattre. En face, ils sont animés de plein de bonnes intentions, mais en gros, il faudrait que, là, je ne les ai plus en tête, hein, mais Tombe, il a un bon chapitre là-dessus qui est très intéressant, parce qu'en fait, dans les derniers temps de la commune, il y a quelqu'un qui, je ne me souviens plus de son nom, hein, une fois de plus, je ne me souviens plus du nom, qui prend en charge l'organisation militaire de la garde nationale et qui s'emploie à former à l'intérieur de la garde nationale un groupe un peu plus sérieux, un peu plus professionnel des armes. Mais ils sont quelques dizaines de milliers, pas beaucoup. Mais les autres, et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont se débiner hein, au début parce que face, quand ils se voient se pointer l'armée versaillaise, bah, fallait quand même pas mal de courage pour tenir face. Hein. Mais or, tenir face à une armée, ça fait partie de la formation militaire. Hein, et eux, ils ne l'ont pas. Et donc, on voit dans pas mal de journaux des gens qui disent mais préparez ça. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a eu des critiques aussi. Alors, sur la stratégie au début, quand ils rentrent dans Paris par une porte du sud-ouest de Paris, la commune aurait dû envoyer toutes les armées contre cette entrée et les refouler dehors. Or, ils vont les laisser progresser pendant 2-3 jours. Et une fois qu'ils sont vraiment bien dans Paris, qu'ils ont récupéré tous les quartiers de l'Ouest qui se sont installés à certains trucs, ça va être vachement plus dur de les... Donc, il y a des erreurs stratégiques, mais parce qu'il y avait des débats stratégiques, parce que c'est pas non plus évident. Dans d'autres situations, on sait que les combats de guérilla sont plus efficaces. C'est très variable d'une situation à l'autre, quoi. Oui, parce qu'à l'inverse, il me semble que justement les soviétiques, eux, ils se sont dit bon, ça suffit les conneries et ils ont fait un truc bien carré et enfin à l'inverse quoi, tu vois, et ça a fonctionné. Il faut une armée rouge. Hmm. Oui, oui.
Oui, effectivement, c'est des débats stratégiques qui sont hyper différents. C'est des débats stratégiques et dans des situations, enfin, il y a la solution guérilla de Mao, elle est meilleure que la solution armée des communistes chinois. Ça dépend des moments, en fait. Il y a pas une solution. S'il y avait une solution qui marchait tout le temps, ce serait facile, il suffirait de l'appliquer. Et avant de te libérer, parce que faut que tu ailles manger, tu m'as dit, je veux bien que tu nous... Putain, oui, il faut que j'aille manger. Comment? Oui. Oui, En tu fait, m'avais dit, je crois que je te fais déjà un peu déborder en plus. Juste si je me permets pour conclure là-dessus, tu parlais de ce qu'étaient devenus certains communards après, qui étaient connus pour leurs œuvres. Mais justement, ceux qui n'ont pas été tués, en fait, tout simplement, comment ils ont essaimé, en fait, aussi politiquement? Parce que je sais qu'on en retrouve dans les mouvances qu'on dit socialistes, donc après, mais donc dans les internationales et tout. Mais il me semble avoir entendu, par exemple, que il y en avait qui avaient soutenu, c'était quoi? C'était Boulanger, le ah oui, c'est général? Rochefort Ouais. soutient Boulanger. Qu'est-ce Oui, qu'ils il y en sont, a. comment ils ont vécu la défaite et comment ils sont recyclés politiquement, quoi. En fait, comme ils sont pluriels, comme de toute façon eux-mêmes viennent d'horizons très différents, souvent leur trajectoire s'explique sur le temps long et elle est cohérente avec une trajectoire. Le moment de la commune était le moment où ils se rassemblent, mais en fait, il n'y avait pas particulièrement de raison qu'ils se rassemblent. C'est l'effet magique de la fusion révolutionnaire, ce qui fait ça. Mais oui, bah, il y en a qui sont retournés dans le giron de la République et que l'on a retrouvé ensuite au service de la République à partir des années 80 quand elle s'est installée. Le Rochefort se retrouve parce qu'il y a eu aussi au début il y a eu des républicains et des républicains qui se pensaient de gauche qui ont soutenu Boulanger parce que au tout début Boulanger c'est quand même un peu c'est ensuite qu'il va vraiment briller très clairement. Enfin, en tout cas, ça va être clair il est de droite et de droite extrême, voire d'extrême droite. Mais, euh, mais sinon, les autres. Et puis, il y en a qui, bah, ils étaient déjà internationalistes et socialistes. Ils sont restés internationalistes, socialistes. Certains, d'ailleurs, sont devenus anarchistes. Louise Michel qui devient anarchiste. Et d'autres, André Léo aussi, elle glisse plus à l'anarchisme après. La commune lui fait faire cette évolution. Oui, donc par exemple, l'anarchisme, parce qu'on dit souvent Louise Michel, on la présente comme une anarchiste en fait. C'est souvent une figure pour les anarchistes aussi. Mais toi, tu le dis, c'est quelque chose qui vient après en fait, quelque chose qui naît Oui, de la défaite de la commune. c'est plutôt une blanquiste. Hein. Même, elle est plutôt proche des milieux républicains dits radicaux, donc démocrate sociale. Elle est pour la sociale, elle est pour la belle. Et puis après, elle se rapproche de l'internationalisme, elle adhère à l'international. Euh, et ensuite, elle va glisser dans l'anarchisme. Les gens évoluent dans leur vie, hein, fort heureusement. Oui, mais elle était pas, parce que par exemple, on dit est-ce que Proudhon était une inspiration? C'était pas le cas avant pour ces gens-là? Je comprends pas la question. Proudhon, en fait, par exemple, est-ce que Louise Michel a été influencée par Proudhon? Est-ce que, je sais que, mais on pourrait faire la même avec le rôle de Marx, tu vois? Est-ce que c'était, Alors euh, Marx, en fait, il faut quand même voir qu'à ce moment-là, il est très très peu connu hein, des ouvriers et des socialistes français. La vraie influence, effectivement, c'est Proudhon. Avec un certain nombre de critiques. Hein. On sait que dans la première section parisienne de l'Internationale s'opposent d'un côté les proudhoniens purs et durs autour de Paulin, avec d'ailleurs une dimension profondément misogyne. Hein. Chez Proudhon, interdiction du travail de la femme, Proudhon qui dit entre la ménagère et je sais plus, c'est pas la prostituée, mais entre la ménagère et enfin, le deuxième terme, mais bon, un synonyme de prostituée, il n'y a pas de juste entre la ménagère et la courtisane, voilà, il n'y a pas de juste milieu. Donc voilà, Proudhon et ça, il y a toute cette tradition-là, et de l'autre autour de Varlin, au contraire, une tradition qui est pas marxiste, je veux dire, c'est pas ça qui est finalement la plus marxiste des communards et des communardes, c'est une communarde, c'est Elisabeth Mitrieff, hein, qui d'ailleurs vient de l'AIT, où elle est proche de Marx et des filles de Marx, et c'est la seule vraie marxiste du lot, quoi. ah, c'est une aristocrate russe, c'est ça? Oui, ah ouais. Il y a une DBD communarde qui lui est consacrée. Oui, bah, Elisabeth Dimitrieff, c'est un personnage très important. C'est elle qui crée, structure, organise, dirige l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. C'est quelqu'un de très important dans la commune, Elisabeth Dimitrieff. C'est la seule marxiste. Enfin, après, oui, on pourra trouver, mais faut quand même voir que les textes de Marx ne sont pas si faciles d'accès, sont peu lus. Proudhon est beaucoup plus connu.
Je crois que j'ai mon... Hop là, pardon, j'avais coupé mon micro. Je trouve que c'est bien de le préciser parce qu'on a souvent, et même moi le premier, cette vision justement un peu anachronique de... en fait, c'était la Commune de Paris, c'était des anarchistes, ou c'était des cocos et des anards. Ils des trucs. Et alors qu'en fait, c'est plutôt quelque chose, j'ai l'impression, qui va donner, enfin, qui va alimenter ces Oui. mouvements-là, mais c'est anachronique dans... En fait, ça dépend de ce qu'on va appeler un art, c'est-à-dire que c'est cette partie du mouvement ouvrier qui a été dominant en France bah, jusqu'à la Commune, parce qu'après, le problème, c'est qu'ils sont d'abord pour grande partie tués et ensuite exilés. Mais ils défendent l'association des travailleurs. C'est vraiment ce mouvement, tout le mouvement. Pour ça, alors il y a un bouquin qui est super, ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas forcément très facile à lire, qui s'appelle Le procès de la liberté de Michel Rio-Sarcé, et qui montre bien comment le mouvement ouvrier français a été un mouvement qui postulait l'organisation des travailleurs par eux-mêmes, avec des coopératives de production, de consommation, et qui s'organisait et enfin, sans se poser trop la question de l'État, mais cette organisation, enfin, d'ailleurs l'internationale, écrite par Potier, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est l'hymne ensuite de la seconde internationale, qui est une internationale beaucoup plus marxiste, hein, mais l'hymne de l'internationale, elle est fondamentalement, ce qu'on pourrait dire anarchiste, en tout cas, de cette association qui était centrale, quand c'est soufflons nous-mêmes notre forge, travailleurs, enfin, ils sont nous-mêmes, enfin, c'est les travailleurs entre eux, quoi. Il y a pas de... Et donc, il n'y a pas de parti qui serait une avant-garde, un guide, etc. Il n'y a pas du tout... cette idée n'est pas du tout présente dans le mouvement, et c'est ce que va d'ailleurs après apporter le marxisme, et le mouvement ouvrier français va plus tard se structurer dans cette voie-là, mais au prix justement de l'écrasement de toute cette tradition du soufflons nous-mêmes notre forge. C'est très drôle hein, quand on voit enfin, ni Dieu ni maître, ni tribun, Ni c'est Dieu dans ni ses derniers tribuns, ouais. C'est vrai que c'est dans l'anarchiste. l'international. Enfin, alors ce qu'il y a, c'est qu'on dit anarchiste, mais parce que dans l'anarchisme, on rassemble plein de courants qui sont différents, mais de même que dans le socialisme, on rassemble plein de courants différents. Mais si tout ce mouvement pour l'association des travailleurs, à la fois pour produire, consommer, pour tout, pour leur vie quotidienne, c'est ce qu'on appelle de l'anarchisme, oui, ils sont beaucoup plus anarchistes. Je vais te laisser aller manger du coup, parce que Merci. quelqu'un sur le chat m'a dit libère Mathilde, laisse-la aller manger. Mais je te remercie encore pour nous avoir accordé un petit peu de temps. Je rappelle que tu as été quand même pas mal sollicité là-dessus, donc je suis vraiment très content que tu aies accepté de revenir. Du coup, on te souhaite un bon appétit. Qu'est-ce qu'on te dit vive la commune, du coup, ça serait ça la Oui, formule. la Ça- commune n'est pas morte. La commune n'est pas morte, voilà, Ouais. ça sera le mot de la fin. Je te Gare souhaite à une... la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Voilà, très bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est des bons mots de la fin. On pourrait les remettre à Voilà. chaque fois. Ça peut faire un bon générique de fin. Et aussi, le chat a été très apprécié aussi, hein. Je te le dis, Oui, le passage du chat. elle est mignonne. Ça, sur Twitch, ça marche bien. Donc, Ah, tout le ouais. monde te dit merci. Tu vois pas le chat. J'ai pas précisé au début, c'est vrai, mais je fais remonter le chat, mais tu l'as pas toi sous les yeux. Mais tout le monde te dit merci. Il y a des petites images de chats. Il y a plein de trucs. Elle Donc voilà. s'appelle Thémis, hein. Elle s'appelle pas Louise Michel. Ah, dommage. Voilà. Et Ah ouais, mais c'est long, Louise Michel. T'imagines, Louise Michel, tu as Louise encore fait Michel. caca. Ouais, Non, mais t'as juste, pas envie de donner des ordres à c'est Louise pas possible. Michel. Enfin, en plus, j'arrête pas des fois, je l'engueule parce qu'elle fait des conneries. J'ai pas du tout envie d'engueuler Louise Michel. Donc, elle s'appelle Ah non. Thémis et elle se fait engueuler en termes de Thémis. Voilà. Tout ça, le chat, ça. Con de chat, ça marche très bien Ouais, aussi. con de chat, c'est le classique, normalement. Con de chat, c'est classique. Oui, mais c'est efficace. Oui. Je pense Quand t'as ils mis sont le au pied courant. dans le vomi le matin, c'est très bien. Et très Bon, bonne... sur ce, je vais effectivement aller manger. Ouais, Surtout, bon appétit après avoir parlé de caca de genre, chat. quand est-ce que ma mère arrête? Ok, bah, merci beaucoup. Et très bonne soirée. Je vais remettre sur le chat quelques ressources. Je vais rester quelques minutes avec eux pour reposter quelques liens. Et très bonne soirée à toi. Ok, salut. Salut. Hop. J'arrive pas à couper. Voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi. Oui, vous m'entendez toujours normalement, c'est bon. Oui, je suis un peu plus sombre, là je suis tout rouge. Ok, oui, donc si je voulais vous remettre Je vais pas vous remettre tous les liens. Quelqu'un a demandé tout à l'heure des conseils, lecture. En fait, je vous renvoie au replay du coup de la vidéo parce que en fait, on en a parlé au début en fait, du live. Elle en a parlé, donc j'allais pas lui faire ressortir tout. Elle a parlé pas mal de bouquins. Le t-shirt, c'était là. Le t-shirt, c'était là, de Mathilde avec le canon.
Et aussi, vu que c'est bon, elle a validé la recommandation, si c'est Mathilde Larère approved, vous avez le docu Arte sur la commune, les damnés de la commune, qui est pas vraiment pardon. Voilà, du coup, vous avez le son. Je vous mets le lien aussi, qui est vachement bien, et elle a confirmé que c'était vachement bien. Moi, je le trouve hyper beau. Et voilà. Et du coup, pour la semaine prochaine, qu'est-ce que je vous dis? Il y aura 2 entretiens aussi la semaine prochaine. Il y en aura un mercredi qui sera un sujet jeu vidéo encore, qui sera un peu une suite de la table ronde sur le jeu vidéo qu'on avait fait la dernière fois. Il faut qu'on confirme encore l'heure et tout ça. Et alors que je dise pas de bêtises au niveau des dates. J'ai pas l'horaire non plus. Oui, en fait, il y aura mercredi et jeudi. Donc, jeux vidéo le mercredi. Stream autour de la production de jeux vidéo. Est-ce qu'on peut faire du jeu vidéo anticapitaliste, etc. Et le jeudi, on recevra une autre historienne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Manon Bril. Donc, on va reparler histoire avec Manon et on va reparler roman national et quelques trucs en fait qu'on a évoqués aussi ce soir. La façon de faire de l'histoire, de présenter de l'histoire, comment ne pas faire du Stéphane Baird, etc. Donc voilà, il y aura encore 2 entretiens et pour les semaines suivantes, j'ai pas encore tout calé. C'est calé depuis longtemps, le 7 mai, on aura encore Julien Michy pour faire la deuxième partie de l'histoire du Parti communiste. Ça sera le 7 mai. Le 1er mai, je suis en live, mais pas chez moi. Je suis sur le podcast Le Faucon Millénial pour parler de politique dans Star Wars. Donc ce sera pas ici. Je sais pas si je peux host, parce que je sais pas si ça sera retransmis sur Twitch. Mais voilà. Et pour la chaîne, j'essaye de sortir la prochaine vidéo pour le 1er mai. Pour des raisons assez évidentes. Voilà, chez Faucon Millénial. Et voilà. Quoi d'autre? Non, je pense que je vous ai tout dit. Il faut qu'on se trouve un petit raid à faire. Qu'est-ce qu'on peut se faire comme raid? Comme à chaque fois, j'avais pas préparé le raid. Donc, ce qu'on va faire, c'est ouvrir ça. Oui, vous m'entendez toujours, c'est bon. Maudit, mais on raid tout le temps Maudit. Oh, c'est dit, oui, ça me va. Hein. Ça me va. Qu'est-ce qu'elle fait, Maudit? Qu'est-ce qu'ils font les gens, en fait? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Productif. Ah, productif, bah oui, peut-être. Je crois qu'on l'a jamais raid. Moi, je passe des fois sur ces lives, je crois qu'on l'a jamais raid. Canard PC, on a déjà raid. Il y a productif. Peu de monde chez Dafduf. Mais Dafduf, on l'a déjà fait. Maudit, David Dufresne. Histoire appliquée. Je connais pas trop ça. Qu'est-ce que vous préférez? Dafduf, il y a que 49 personnes. Bon, vous voulez Dafduf, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc pour Dafduf, mais c'est la dernière fois, hein, je vous préviens. Check. Dafduf. Et vous lui dites bonjour de ma part. Vous êtes gentil comme d'habitude. Et vous voyez s'il arrive à prononcer mon pseudo correctement. Histoire appliquée, faut que je regarde. Ça fait plusieurs fois que vous m'en parlez. Et mais je sais pas ce qu'il fait en live. Donc faudra que je regarde un petit peu. De la part de Bolchevik, ouais, chez David Dufresne. Et après, d'autres gens. Et bon, j'aurais bien ça aurait été bien de pas raid que des mecs, mais c'est vrai que Maudit, je pense que c'est celle qu'on a le plus raid, et là, il n'y a que elle. En tout cas, dans ce que j'ai moi, dans les chaînes que je connais. Après, n'hésitez pas à m'en suggérer comme ça. Des fois, je les retiens pas pour le raid parce que je veux pas vous envoyer chez un truc que je connais pas trop. Il faut que ça reste une forme de recommandation. Mais par contre, souvent, je les retiens et du coup, je regarde entre-temps ou je follow ou des trucs comme ça. Donc, n'hésitez pas, comme ça, même quand je connais pas la chaîne, à la proposer quand même quand on fait des raids. Très bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. En tout cas, au moins à la semaine prochaine, à mercredi prochain pour le prochain entretien. C'est lancé ou pas? Pas du tout. Ça ne marche pas. Si, c'est bon.